Pour bien acheter ou pour bien vendre, maîtriser l'art de la négociation peut être un vrai atout. On en parle dans ce nouvel épisode du Rendez-vous des Proprios en collaboration avec Imovlan, Brico, PNV, Eloya et le petit nouveau, Belle Charge. Et comme à chaque fois, à mes côtés, une belle bande d'experts avec Eric Spitzer qui fait son retour. Bonjour Eric. Salut David. CEO d'Imovlan, mais aujourd'hui aussi, il a sorti sa casquette de champion de poker. Mais oui, l'art de la négociation, du bluff. Absolument. C'est important. Oui, oui. J'ai hâte de découvrir tes techniques, Eric, et à tes côtés, Elodie Sorgelos. Bonjour Elodie. Bien le bonjour. Coach en immobilier, t'accompagnes pas mal de gens. Exact. Dans leurs négociations, justement, tu auras pas mal de techniques à nous partager aussi. Tout à fait. Et alors, c'est sa première. Il est notre invité du jour. Il est sales coach, CEO de Brightbiz, Philippe Zombad. Bonjour Philippe. Bonjour David. Un ami que je suis content de retrouver ici autour du plateau. Merci Philippe d'être là. Ça fait plus de 10 ans, je pense, que tu accompagnes des commerciaux, tu accompagnes des gens à devenir de meilleurs vendeurs. Oui, effectivement, ça fait juste 10 ans que je fais ça, quasi jour pour jour. Et c'est un plaisir de tous les jours. Et meilleur vendeur, c'est pas une insulte, hein. Mais c'est vrai. Souvent, on a plein d'a priori sur le mot vendre, comme si c'était tous des arnaqueurs. Non, c'est un art aussi et un des plus beaux métiers du monde. Il faut le faire avec éthique Ouais. et avec passion. Et je pense que dès qu'on veut aider son client, en fait, ça devient un art. Parfait, on va en parler dans cette émission et on va démarrer directement avec le Before. Le Before, Philippe, toi qui ne connais pas encore vraiment bien cette émission, je demande à chaque chroniqueur, à chaque invité de venir avec un objet, une citation, un chiffre pour poser le contexte. Eric Spitzer, tu es venu avec quoi ? Eh bien, tu as un peu spoilé, je suis venu avec mes jetons de poker. Ah, je Ouais. m'en doutais. Voilà. Parce que une négociation, en fait, il y a pas mal de points communs entre le poker et la négociation. Le poker, c'est pas juste un jeu de chance. Il faut être très analytique. Il faut éviter de dévoiler son jeu. Il faut essayer de détecter ou lire le jeu de l'adversaire, ses forces et ses faiblesses. Et donc, je trouve que par rapport à une négociation, il y a effectivement pas mal de points communs. Il faut bluffer parfois et même parfois faire all-in aussi. Alors, il faut parfois bluffer, parfois faire all-in, mais ce qu'on pense à tort, c'est que les joueurs de poker bluffent beaucoup. Or, ils ne bluffent pas tellement. Eh bien, ce n'est pas une émission sur le poker, mais on va en parler dans un instant de toutes ces techniques qu'on retrouve aussi dans ta discipline que tu affectionnes particulièrement. Elodie, t'es venue avec quoi ? Un adage simple mais efficace qui ne t'entraîne à rien, qui pour moi résume clairement toute la négociation. Eh ben parfait, un peu de philosophie, on aime bien, de beaux mots. De bons mots. Philippe Zombad, vous êtes venu avec quoi ? Eh bien, une montre. Je pense que le temps est roi. Souvent, et dans la négociation, c'est vraiment fondamental. Parfois, on est trop pressé, on monte trop vite. D'ailleurs, on parle de bluff, mais effectivement, on monte trop vite qu'on est pressé à acheter. Donc, on se déforce dans la négociation. Et la même chose pour le vendeur. Dans la négociation, à un moment donné, le vendeur parfois veut négocier très vite et vendre à tout prix. Et en fait, donc, un de vos amis les plus fidèles et les plus extraordinaires, finalement, c'est votre montre, le temps. Parfois, il faut acheter lentement, parfois il faut acheter rapidement. Les amis, vous réagissez en commentaire de cette vidéo. Sur le WhatsApp de l'émission aussi, le numéro s'affiche. Il y aura pas mal de techniques. J'ai déjà hâte. Vraiment, quand on a préparé cette journée de tournage, j'ai surligné cette émission-là parce que je pense que ça va être assez intéressant et excitant. L'art de la négociation. On va commencer déjà par parler de l'attitude. Avant d'aller dans les techniques très concrètes, l'attitude, le mindset. Parce que c'est vrai que négocier, c'est d'abord aussi une question d'état d'esprit, Philippe, d'attitude. Oui, absolument. Quand vous devez aller négocier avec un vendeur, par exemple, il est important que vous ne montriez pas justement vos cartes. Donc, vous devez arriver à l'heure, bien posé, pas stressé et ne surtout pas dévoiler vos cartes. Donc, c'est vrai qu'il y a cette question d'un peu poker face, mais aussi n'oubliez pas qu'on va négocier et on va gagner en négociation si on se montre agréable. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Il y a la relation humaine. Donc on va vouloir aider par exemple un couple qui est à l'achat parce qu'ils sont agréables, parce qu'ils sont sympathiques. Donc on va faire un geste. Quelqu'un qui se montre désagréable, on n'aura pas envie de l'aider. On va pas négocier facilement. Donc n'oubliez pas ça, c'est vraiment très 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 important. Eric, le mindset, l'attitude, c'est important. Très important.
Effectivement, et c'est toujours évidemment des gens qui font, c'est des humains qui font du business, donc ou des négociations ensemble, donc c'est vraiment très important. Et je dirais, c'est même important aussi d'avoir de l'empathie et d'être agréable, même si on détecte une faiblesse, même si on est en position de force, ne pas trop le faire sentir, parce que les gens vont se sentir agressés, vont se sentir dominés, et évidemment, ils vont avoir un choix entre deux acheteurs ou deux vendeurs potentiels, mais ils vont choisir celui avec lequel ça a le mieux matché. Le fait que le courant passe est très important. Philippe, est-ce qu'on peut tous être un bon négociateur ? Ou alors il y a des gens vraiment, t'as beau les former, t'as beau leur expliquer, ils n'y arriveront jamais. Oui, ça s'apprend en fait, mais malheureusement, c'est pas donné à tout le monde d'apprendre, mais à un moment donné, il faut juste réfléchir, ok, qu'est-ce qui me permettrait de réussir une négociation ? Et donc à un moment donné, on a parlé de l'attitude, mais il y a aussi des techniques, clairement, qu'on va évoquer dans un instant. Justement, qui s'apprennent, oui, absolument. Donc ça, on peut en trouver si on se renseigne, effectivement, ou sinon vous m'appelez et je vous en donnerai quelques-uns. Ou même regarder cette émission, je vais vous donner quelques petites tuyaux, oui. Élodie, si on devait donner ou décrire un peu un persona et parler en termes de compétences, un bon négociateur, on a dit, c'est quelqu'un qui est souriant, qui est sympathique, mais c'est quoi d'autre aussi un bon négociateur ? Je pense que c'est quelqu'un qui est positif aussi et qui part déjà avec un esprit gagnant. Pas quelqu'un qui est défaitiste, qui va se dire « Oh, ça va être dur, là, la personne, elle va d'office me dire non, j'ai aucune chance. » Mais y aller en étant ouvert, en se disant que négocier et arriver à un accord, c'est aussi arriver à un accord qui va être gagnant pour les deux parties. Et donc, déjà être dans ce mindset-là, ça va déjà changer la donne et ça va jouer sur l'attitude, l'énergie qu'on va avoir clairement. Et c'est vrai que l'achat d'un bien, c'est aussi parfois un sport d'endurance aussi. Et parfois, on perd en motivation et puis parfois on finit par se précipiter. Et donc, c'est aussi ça, avoir la bonne attitude dans l'art de la négociation, c'est aussi sur le temps, sur la durée, rester aware, comme on dit. Oui, garder surtout le focus. Jean-Claude est avec nous. Humble Jean. Non, il faut garder le focus. À un moment donné, on risque vite d'être distrait par une chose ou par l'autre, ou de se dire oui, mais quand même, et si. Donc c'est vraiment cette peur finalement de rater une occasion qui nous fait perdre le focus de la négociation. Et c'est vrai, il faut avoir juste ce mindset droit et direct. Donnez-moi quelques petites compétences concrètes. Par exemple, l'écoute, savoir écouter, c'est quelque chose qu'on sait faire de moins en moins, mais c'est quelque chose qu'on doit apprendre à faire dans l'art de la négociation. Philippe. Philippe. Eric. Jean-Luc. Ouais. Mon petit Roger. Jérémy. En fait, moi je pense que plus de 50% de la négociation globale se passe sans avoir l'autre partie en face de soi. Oula. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut être bien préparé, connaître ses forces, ses faiblesses, savoir ce qu'on veut, savoir jusqu'où on peut aller, parce que parfois, il y a un exemple qui est assez typique, c'est les ventes aux enchères. Les ventes aux enchères, c'est là, c'est tout de suite. Et donc, il faut vraiment éviter, il y a quelque chose qu'il faut essayer de retirer de la négociation, c'est l'émotionnel. On est là, on doit avoir un objectif de prix maximum, ou de prix minimum quand on vend. Mais donc, il faut vraiment essayer d'analyser les choses, connaître le marché. Est-ce que c'est un marché qui est très tendu, où il y a peu d'opportunités ? Ben là, on sait qu'on va sans doute devoir aller un peu plus vite. Est-ce que c'est un marché où on a plus le temps ? Donc, analyser les choses, analyser sa situation, quels sont les moyens qu'on a, jusqu'où la banque me suit, etc. sont des choses très très importantes et qui ne doivent pas spécialement se passer quand on a la discussion en face à face. 50% se fait avant, bien se préparer, un bon conseil. Élodie, est-ce que un bon négociateur, encore plus dans l'immobilier, est-ce qu'il doit maîtriser les chiffres, les mathématiques ? Ça fait peur à beaucoup de monde. Est-ce qu'il faut vraiment maîtriser les chiffres ? Alors ça peut aider de maîtriser les chiffres, ça peut aussi justifier pourquoi par exemple on propose tel prix pour un bien immobilier et pas un autre, et ça peut même, si on rentre un tout petit peu déjà dans les prémices au niveau des techniques, faire des offres avec des chiffres qui sont très très précis, 599 444,39 cents, on peut recevoir une offre comme ça et se dire tiens, mais pourquoi est-ce que la personne m'envoie ça, et déstabiliser entre guillemets la partie adverse qui peut-être va se dire tiens mais en fait c'est tellement précis qu'il y a peut-être une bonne raison. En plus, s'il est détaillé ou pas, ça peut avoir un impact et on peut retourner à des négociations comme ça. Ou alors on fait un big up aux Asperger qui nous regardent. Merci pour cette intervention, Eric. Alors, moi, par contre, c'est Eric, je suis d'accord, hein, la préparation est fondamentale. Il y a des types de ventes qui sont très factuelles, sur lesquelles l'émotionnel ne joue pas. Mais je pense qu'il faut aussi ne pas perdre de vue que l'émotionnel peut jouer. En tout cas, dans la négociation, je pense que c'est un élément sur lequel il faut absolument jouer. Parce que, je dirais, à choses égales, les chiffres égaux, des personnes
égale, j'ai envie de dire, dans une négociation, ça va être très difficile de se différencier. Donc, il faut essayer dans la mesure du possible, donc de se préparer, mais plutôt dans l'aspect de l'écoute de avec qui on négocie. De part et d'autre, que ce soit l'acheteur qui doit négocier avec le vendeur, connaître qui est ce vendeur, pour mieux avoir des cartes, justement, pour pouvoir négocier avec le vendeur. Exemple concret, le vendeur doit avoir du cash rapidement et voilà. Donc à ce moment-là, l'acheteur peut jouer sur cet aspect émotionnel dans la négociation. Et l'inverse est tout aussi valable, évidemment. Intéressant, Philippe, bien se préparer. Quelles sont les informations qui peuvent être utiles dans le cadre de la négociation ? Tu parlais peut-être de s'intéresser au profil du vendeur et essayer de savoir, alors je ne sais pas par quelle manière, de savoir si il a besoin d'argent rapidement. C'est aller jusqu'à aller sur LinkedIn, par exemple, voir le profil, savoir le métier qu'il fait, tout ça. On va jusqu'où dans la préparation, Élodie ? Jusqu'où on veut. Après, ça dépend des informations qu'on arrive à trouver. Ce qui est aussi très intéressant, on parlait tout à l'heure de la faculté de pouvoir écouter. Quand on va en visite et que nous, en tant qu'acheteurs potentiels, on ne parle pas trop mais qu'on laisse l'autre parler, on obtient énormément d'informations qui sont verbalisées ou pas. Et donc là, on va recueillir beaucoup de choses qui vont nous aider à négocier par après. Concrètement, en fait, quand vous arrivez dans une maison, vous parlez à l'acheteur, vous dites « Ah, mais c'est quand même une belle maison ». En fait, il suffit simplement de faire ce qu'on appelle un icebreaker, etc. Le vendeur va généralement commencer à parler, dit « Oui, je l'ai acheté dans telle situation et maintenant, je m'en sépare parce que… » Et donc, simplement de laisser parler avec une première phrase d'introduction, parfois le vendeur… Et si ça ne marche pas, on repose encore des questions. Tiens, et vous avez aménagé ici de telle couleur, pourquoi ? Donc, en fait, simplement en posant des questions, on va découvrir beaucoup de choses. On est forcément dans une émission qui parle d'immobilier. J'insiste encore, je ne vais pas vous lâcher encore quelques secondes. Quelles sont les autres informations qui peuvent être utiles pour pouvoir préparer sa négociation ? Je dis des bêtises, peut-être ou pas. Est-ce que ça peut aller jusqu'à peut-être aller la veille se balader dans la rue, peut-être parler au voisinage ? Est-ce que ça va ? Enfin voilà, je veux des choses comme ça. La fameuse enquête de voisinage. Non, aller se balader dans la rue ou dans le quartier en question, c'est un must. C'est même pas éventuellement une idée. Il faut connaître le quartier parce que on voit une maison, il y a des éléments factuels, les mètres carrés, les chambres, etc. Mais le quartier est important, la circulation, le bruit, les transports en commun, la mobilité, tout ça, de plus en plus dans les grandes villes. Donc il y a déjà cet élément-là. Et puis deuxième élément, on peut toujours se renseigner, c'est l'urbanisme. Parce qu'on peut se renseigner, il y a toute une série d'informations qui sont maintenant publiques, qui sont disponibles pour tout un chacun, il faut un peu se renseigner. C'est des éléments importants. Si on voit qu'il y a une grosse rénovation, c'est quand même bien d'être certain qu'on n'est pas en infraction urbanistique, par exemple. Donc il y a toute une série, on va dire, d'analyses qui peuvent être faites et de renseignements qu'on peut récupérer préalablement à la visite. Et puis on enrichit ces documents au travers de la discussion en disant tiens, la négociation, j'ai vu que vous avez rajouté un étage, etc. C'est pas trop dur, l'urbanisme, ah si, ou j'attends encore une réponse. Voilà, on va avoir plus d'informations, mais c'est bien de les avoir préalablement aussi. Et puis aussi, depuis quand le bien est en vente. Aussi, tout simplement, parfois. On sait voir ça sur les différentes plateformes comme Imovlan. Il y a la date de mise en ligne du bien, et donc on peut plus ou moins. Il y a la date de mise en ligne du bien. Il n'y a pas la date de mise en ligne. Donc on ne sait pas estimer depuis combien de temps le bien est en vente. Alors ça a été marrant parce que ça a été un gros débat avec les agents immobiliers notamment qui voulaient pas en fait la date de mise en ligne. Ils râlaient si on la mettait parce que au bout d'un certain temps, ça veut dire que le bien est depuis trop longtemps, donc quelque part qu'il a du mal à se vendre. Ce qu'on fait, c'est on montre les biens qui sont les plus récents d'abord, et donc on peut voir ceux qui sont depuis plus longtemps. Ce qu'il y a aussi, c'est que un achat immobilier, c'est pas booker un week-end, un city trip ou acheter une paire de chaussures en solde. C'est un achat important, donc il faut prendre le temps. On parlait du temps, il faut prendre le temps, bien d'analyser, etc. C'est pas un truc où on se dit là maintenant tout de suite on va y aller. De temps en temps ça arrive parce que l'impératif du marché fait que, mais dans un cas général il faut vraiment prendre le temps. Et c'est vrai que c'est intéressant, tu parlais de l'urbanisme, mais j'ai une anecdote qui me vient à l'esprit d'une amie qui avait voulu acheter une maison dans un quartier dans lequel j'habitais, et on lui avait vendu que c'était un quartier très très calme, qu'il y a des développements qui allaient se faire et qu'elle allait être dans ce sens-là aussi. Et puis après en réalité non, c'est dans le
quartier du Hezel, le plateau du Hezel, où on parlait du projet Néo, tout ça. Donc des logements sociaux, etc. Donc le public qui change, etc. Donc forcément, ça reste aussi des informations qui peuvent être utiles dans la négociation. Donc aussi aller s'intéresser aux projets urbanistiques ou aux projets, ça peut être intéressant. C'est pas mal ça. On démarre bien cette émission. Vous en pensez quoi, les amis? Jusqu'ici tout va bien. Bon démarrage, on continue. Alors maintenant, j'ai envie qu'on aille dans le concret, et je vous invite aussi, on était déjà très concret, mais encore plus dans des techniques, jeux des techniques. Je vous invite vous aussi à raconter vos anecdotes, à nous poser des questions en commentaire de cette vidéo, et sur WhatsApp aussi. Et WhatsApp, c'est aussi une communauté de propriétaires, donc n'hésitez pas à nous rejoindre aussi. Il y a plein de choses qui vont se passer dans les prochains jours sur WhatsApp. Alors, on va commencer. Je vous propose de séparer en deux les acheteurs et les vendeurs. Même si on est d'accord, dites-moi si je me trompe, il y a des techniques qui peuvent être utilisées par les deux. Mais donc, si vous êtes plutôt acheteur, regardez cette partie-ci. Si vous êtes vendeur, allez à la partie suivante. En dessous, on aura mis le chapitrage. En un clic, vous pourrez très vite voir où ça démarre. On commence avec les acheteurs. Vous êtes d'accord ? Au tour de table, vendez-moi du rêve. Donnez-moi des techniques quand on cherche à acheter. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ne mettez pas une Rolex à 10 ou 15 ou 20 000 ou 100 000 euros quand vous allez acheter évidemment un bien. Donc je pense que c'est un b.a.-ba, mais finalement vous devez vous montrer tout à fait basique, normal, et pas que vous ayez trop d'argent, entre guillemets. En tout cas, vous ne le montriez pas, ce ne soit pas ostentatoire, parce que forcément... un vendeur qui voit ça, il sera tenté de même d'augmenter le prix. Je challenge un peu, parce qu'en même temps, moi je tiens à ma petite maison. Je pense à la petite mamie, entre autres, qui a un vrai vécu, qui a une attache émotionnelle et qui se dit, moi j'ai quand même envie que mon bien se retrouve entre les mains de quelqu'un qui est bien, qui va bien l'entretenir, et donc il peut aussi être rassuré par le fait qu'on vient avec une belle voiture et qu'on donne le sentiment qu'on a réussi, non ? Oui, mais enfin, quand il s'agit d'argent, Davy, et tu es vendeur, si tu as 10 000 ou 20 ou 30 000 euros en plus sur ton compte en banque, tu diras pas non. Ouais. D'autres techniques, vous êtes d'accord ? Alors, ce que je vous propose aussi, parce que vous êtes des professionnels du secteur de l'immobilier, Philippe, tu as accompagné des gens du secteur de l'immobilier, mais on va dire que tu es généraliste, c'est-à-dire que tu parles à tout le monde, donc il y a peut-être des techniques que vous pouvez être amené à nuancer, donc vous n'hésitez pas à intervenir. D'autres techniques, Elodie, que tu as pratiquées ? Typiquement, tu parlais de la petite mamie qui était fort attachée à son bien. On peut aussi, pour passer devant d'autres potentiels candidats, un petit peu s'arranger pour venir, par exemple si on est célibataire, en couple, pour lui expliquer que c'est aussi un projet de vie, que voilà, on a envie de garder l'âme de la maison. Enfin voilà, on peut aussi un petit peu enjoliver les choses pour faire en sorte que elle puisse plus facilement accepter une offre d'un joli petit couple qui vient, plutôt que quelqu'un qui lui dirait texto, je viens ici, je vais en faire un investissement bien rentable. Et donc jouer sur l'émotionnel. C'est pas pour ça que c'est de la manipulation, mais voilà. Voir la manière dont on peut raconter les choses aussi, ça peut aider. Jouer sur l'émotionnel, quels sont les leviers qu'on peut activer quand on parle de jouer sur l'émotionnel, Philippe ? En tant qu'acheteur, je pense qu'il faut... Oui, je pense qu'Elodie a raison, c'est vraiment jouer sur la personnalité. Je pense qu'encore une fois, on va plus facilement vendre son bien à quelqu'un qu'on apprécie. Alors ça peut effectivement être dans une configuration spécifique, mais ça peut être tout simplement par qui vous êtes. Aussi, si vous parlez beaucoup, je pense, de vous, et que la personne s'attache à vous parce que vous parlez de vous et quels sont vos projets, etc., je pense que ça va aider forcément à vous favoriser. Ça, c'est clair. Et que vous ne montrez pas trop sur vraiment de la négociation dès le début. Je pense qu'il faut établir ce fameux climat de confiance. Ouais. Très important dans la vente. Et pour aider à ça, tu l'as dit là tout à l'heure, c'est ce fameux icebreaker, c'est de briser la glace en essayant d'en savoir un peu plus sur la personne pour pouvoir jouer. Mais ça peut être aussi dangereux. Anecdote que je crois que j'ai déjà raconté dans cette émission. Et je me suis retrouvé face à un supporter du Standard. Et je vois un poster dans son bureau. Et c'était une grosse négociation sur un contrat à 25 000 euros. Et j'arrive dans le bureau et je lui dis Standard champion tous les 25 ans. Et je pouvais vous dire 25 000 euros en plus. Je peux vous dire que la négociation elle a été très très courte et je suis très vite rentré chez moi. Donc attention à ne pas aller à y aller mais doucement mais sûrement. Philippe, Eric, Roger, d'autres techniques intéressantes. Oui, quand on reçoit une proposition, si on est à l'achat et que cette proposition vous convient parfaitement, eh bien ne vous dites pas ah oui ça me convient parfaitement. Enfin, ne répondez pas tout de suite. Il faut toujours se donner le temps de la réflexion. Il ne faut pas réagir trop vite. Évidemment, s'il y en a 50 derrière qui sont prêts à acheter, il ne faut pas réagir trop lentement non plus. Mais ne pas réagir, même si on est parfaitement satisfait de la proposition qu'on vient de recevoir et qu'on va l'accepter, toujours rester, on va dire, de glace, stoïque. De marbre, stoïque, et pas montrer un enthousiasme monstrueux. Autre petit truc dans la négociation à l'achat,
on sait qu'il y a des frais des droits d'enregistrement qui sont quand même conséquents, eh bien, on peut parfois négocier une partie du prix pour une série de biens meubles qu'on rachète avec. C'est-à-dire les rideaux, les trucs, les lampes, etc. Il y a toute une série, c'est une petite partie, sur 250 000 euros, on va pas faire 50 000 euros. Mais si vous avez 10 ou 15 000 euros d'équipement que vous rachetez avec, l'électroménager, etc., une ou deux tables, des chaises, eh bien, il n'y a pas de droit d'enregistrement là-dessus. Ça veut dire que vous économisez 10, 12,5% de ce montant-là que vous allez, et c'est tout à fait officiel, c'est tout à fait légal, que vous allez pouvoir ajouter dans le compromis de vente en disant voilà, il y a une partie de l'immeuble et puis une partie des meubles. Je pensais que ça se faisait de manière séparée. On ne pouvait pas intégrer ça dans le prix d'achat du bien. Comme et comme je veux dire, les fonds sont versés de manière officielle, on fait 2 virements simplement et on explique. Mais évidemment, c'est une petite astuce pour éviter aussi de payer trop de droits d'enregistrement. Et de financer aussi éventuellement. Oui, parce que ça, on peut financer différemment auprès de la banque, effectivement. Mais c'est vrai qu'on pense toujours que la négociation, en tout cas immobilière, ne porte que sur de l'argent. On peut négocier énormément de choses. On peut dissocier un dispatching, comme Eric vient de le dire. On peut négocier une occupation anticipée, en prenant les précautions nécessaires, bien sûr. On peut même négocier la réalisation de certains actes, de certains travaux. Il y a plein de possibilités, donc il faut vraiment être ouvert au champ des possibles. Et parfois, le vendeur sera OK de lâcher sur quelque chose qu'il n'aurait pas imaginé de base, et au final on trouve un accord qui est gagnant-gagnant. Donc, oui, ou même négocier par exemple le temps de sortie du vendeur. Donc parfois le vendeur veut vendre, mais pas trop vite non plus. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut bien connaître qui on a en face de soi et voir comment on peut arriver à un meilleur compromis de chaque côté, mieux négocier. Et avec votre expérience, vous pouvez dire que généralement les propriétaires sont prêts à jouer le jeu et le jeu de la négociation, ou alors c'est toujours un peu compliqué ? Parfois oui, parfois non, Okay. Tout dépend, mais il y a beaucoup d'humains en fait, comme tu l'expliquais tout à l'heure, et donc c'est aussi savoir choisir ses moments, c'est aussi peut-être même savoir projeter la personne, si on doit faire beaucoup de rénovation, aussi lui expliquer un petit peu les idées, les plans qu'on a, lui dire quand c'est fini je vous enverrai des photos, des petites choses qui font qu'on garde une connexion humaine qui peuvent favoriser aussi cet échange-là. On a préparé l'émission et on a reçu pas mal de petites techniques. Je vous propose de vous en partager quelques-unes et de vous faire réagir, d'accord ? On a une première technique qui peut être intéressante, c'est au moment de l'offre d'achat, c'est de donner un délai court, de dire je veux une réponse dans les 48 heures. Est-ce que du côté du vendeur alors L'acheteur. De l'acheteur. Okay. Ouais. Est-ce que c'est malin de dire voilà mon offre, je vous laisse 48 heures pour réagir? C'est-à-dire qu'une offre doit toujours avoir, quand on fait offre, il faut toujours qu'elle ait une durée de validité. Parce que vous imaginez, tu imagines, ça passe pas, etc. Et au bout de 3 mois, on te dit, finalement, j'ai accepté ton offre. T'es là, t'as déjà acheté autre chose. Ouais. Bon. Donc il faut une durée de validité. Je ne pense pas que on est sur une demi-heure, 1 heure. Il faut donner quelques jours, 48 heures, 3 jours, pour aussi mettre un tout petit peu de pression sur le vendeur. Mais c'est pas quelque chose sur lequel on va pouvoir jouer. Un autre élément sur lequel on peut par contre jouer, c'est la clause suspensive, évidemment. Est-ce que je dois encore aller voir ma banque pour obtenir le financement, ou je dis, moi non, je signe une offre ferme sans clause suspensive parce que j'ai les sous, j'ai la certitude d'avoir le financement. Ça va beaucoup plus influencer le vendeur. Ça peut aider. Et avec votre expérience, cette technique des 48 heures, est-ce que c'est quelque chose qui est généralement bien perçu, ou il faut quand même éviter, genre c'est une carte, il faut sortir au dernier moment, quoi. Non, c'est nécessaire parce que si entre-temps tu as un autre acheteur potentiel, tu dois aussi pouvoir lui dire, écoutez, j'ai une option déjà, mais d'ici 48 heures, on a donné un temps limite. Donc c'est aussi une question de respect dans la négociation. C'est aussi un coup de poker aussi. Ça peut être un coup de poker aussi, parce que moi je viens de mettre mon bien en vente, le gars il vient, il me dit t'as 48 heures, mais je me dis aussi derrière j'ai peut-être une dizaine, vingtaine de visites, tu me mets la pression, j'aime pas ça, au revoir. Et après tu sais plus récupérer parce que t'as créé un climat un peu bizarre avec le propriétaire. Non, mais si tu reçois des offres, les offres sont, si tu fais offre en tant qu'acheteur, ton offre est limitée, le vendeur a encore le choix de l'accepter, la refuser. C'est pas le premier, c'est pas comme à la boucherie, premier arrivé, premier servi. Donc toi tu fais ça, c'est un peu plus pour te couvrir toi. Ce qu'on peut faire quand on achète, si on est vraiment intéressé mais qu'on a quand même un petit doute, etc., c'est mettre une option. C'est encore autre chose, de dire écoutez, est-ce que vous pouvez me donner une option pendant 2, 3 jours, 1 semaine, j'ai très envie de le prendre, mais voilà, là on devient privilégié. Mais faire une offre, ça n'engage que celui qui la signe. Ok. D'autres techniques avant que je vous en propose une intéressante pour l'acheteur? On parlait du silence. Je pense que quand on reçoit, je dirais la technique du silence, c'est fondamental dans la négociation. Donc à un moment donné, on reçoit par exemple le prix. Je pense que là, il faut, même si c'est le prix qu'on rêvait peut-être,
montrer effectivement poker face et de dire, bah tiens, et de vraiment montrer une pause en disant qu'on doit vraiment réfléchir parce que c'est quand même un prix, hein, donc il faut toujours montrer que c'est finalement trop, sans être méchant ou agressif, hein, mais simplement le silence veut parfois en dire long. Ça veut dire, ah oui, quand même. Ouais. Ouais. Et là, ça en fait un enclencheur pour après dire, bon, j'en ai discuté, j'ai réfléchi, et il faudrait peut-être quand même diminuer encore de 5 ou 7%. Et puis ce qui est marrant, c'est que, bon, en tant que vendeur, c'est une valeur cardinale. Et ce qu'on dit souvent, c'est, tu dis ton prix, technique du silence, et le premier qui parle a perdu. Ouais. Et parfois, ça dure 45 secondes, ça devient gênant. Parce que 45 secondes, c'est long avec un silence. Et tu regardes, voilà, je vous propose 250 000 et ça marche. Hein, 250 000 euros. Qui fonctionne. Et, oui, mais sans les frais, oui, mais... alors, et là, ça recommence. Mais, et alors, s'il y a deux bons négociateurs, c'est marrant parce qu'ils ont compris. C'est comme quand on propose un rendez-vous, on ne dit pas quand est-ce que vous êtes libre. On dit préférez le matin ou l'après-midi. Donc, on pose des questions fermées. Ben, ça, c'est des techniques de vente qui sont assez classiques, mais c'est dans les plus vieilles marmites qu'on fait les meilleures soupes qui sont efficaces. J'en ai une autre pour toi. Je suis preneur. Je suis là pour ça. Tu fais la visite. Ouais. Et puis à un moment donné, tu vois un petit défaut, un petit quelque chose. Ouais. En fait, on parlait de la technique de la projection. Hein. Et en fait, tu peux l'utiliser dans la question justement de négociation. C'est-à-dire que tu peux dire oui, mais là, je vois quand même qu'il y a un petit défaut au foie et donc ça veut dire que je devrais encore tout repeindre, je devrais faire ceci, cela. Alors, il faut commenter. Pas de manière trop agressive, mais enfin simplement commenter et projeter. Ah oui, mais je vais devoir quand même encore faire ça. Et encore une fois, montrer le silence, qu'on réfléchit, du coup que ça va coûter, etc. Et en même temps, ça laisse le temps au vendeur de se dire ah oui, c'est vrai que ça va coûter autant pour cet acheteur, autant. Et donc pendant ce temps, en fait, on est en train de négocier et de faire négocier à la fin. Voilà. Je rebondis encore sur ce que tu dis parce que tu peux le faire toi, mais tu pourrais le faire aussi accompagné d'un professionnel aussi de la rénovation, par exemple, qui pourrait mettre un petit coup de pression. Mais alors ça fait un peu trop ça fait préparé, trop... un peu. Ouais. Mais en même temps, vous avez dit de bien se préparer. Est-ce que venir au premier rendez-vous avec quelqu'un, par exemple, qui est professionnel, moi par exemple, j'y connais rien, donc je vais bien venir accompagner. Est-ce que c'est une bonne idée au premier rendez-vous, alors il vaut mieux le faire peut-être plus tard, au deuxième? Est-ce que je peux revenir avec un ami qui s'y connaît un peu pour voir l'étendue des travaux? Peut-être ce qui fonctionne bien pour rebondir sur ce que tu disais, c'est donc effectivement de pointer quelques petites choses qui potentiellement ne vont pas, sans trop en faire non plus parce qu'il ne faut pas effrayer la personne. Et après, quand on fait l'offre, quand on la justifie, dire voilà, je propose tel prix pour telle et telle raison, réappuyer sur des points qu'on a cités pendant la visite, ça va réactiver aussi au niveau du vendeur. Il peut se dire ah oui, mais c'est vrai que ça on l'avait déjà dit, etc. Et nous on a pu remarquer que les offres qui étaient justifiées, pas des tartines de 2 pages, hein, mais avec une justification au niveau du prix, elles étaient plus facilement acceptées, surtout si en amont on avait déjà préparé, conditionné un petit peu le vendeur. Moi je crois que venir avec quelqu'un, un professionnel ou un spécialiste, c'est bien, mais pas dans le cadre de la négociation. Okay. Dans le cadre de se faire aider en disant tiens voilà le mur, l'humidité, ça a l'air la tâche, etc. Le toit, l'isolation, ça va. Et après on peut s'en servir dans un second temps pour la négociation, mais là surtout pas avec le professionnel. Okay. Il m'a dit que il n'est pas là pour qu'on le contredise. Donc on est là, on dit voilà, maintenant je fais offre, je suis seul, je démarre la négociation, mais il semblerait qu'il y ait quand même quelques points. Vous vous rappelez, je suis venu avec mon architecte, il y a quand même quelques points, un peu d'humidité, bon, je vais quand même devoir traiter, etc. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Et si le professionnel de la question est là à côté, c'est beaucoup plus facile à contrer. Donc venir avec quelqu'un, oui, pour se faire aider, pour se faire conseiller, mais pas dans la négociation d'après moi. En tant qu'acheteur, il y a des techniques que je dois maîtriser, mais aussi une bonne technique ou un bon conseil, c'est être capable d'observer aussi. Et il y a des agents immobiliers aussi qui jouent l'intermédiaire. Parfois, on n'est pas en contact avec le propriétaire. Il y a des choses qu'on peut observer aussi chez les agents immobiliers, comme par exemple l'agent immobilier qui te rappelle, qui te presse. Ça veut aussi dire des choses, ça, Élodie. Ouais, bien sûr. Tous les signaux sont bons à prendre, et on peut surtout s'allier avec l'agent immobilier pour arriver ensemble à un but commun. Lui veut vendre pour le propriétaire, nous on veut acheter. Parfois ça peut coincer aussi, à un moment donné on peut se dire bon voilà, on pose un peu les cartes sur la table, nous on en voudrait autant, le propriétaire voilà,
à combien ça passe. On essaie de trouver un arrangement, on se met d'accord et puis ensemble, on sait aussi concrétiser une négociation. Donc, c'est pas toujours un désavantage d'avoir un agent immobilier qui est là. Ça peut devenir un allié dans certains cas. Moi, je suis sûr que c'est un allié plus qu'un désavantage parce que l'agent immobilier, soyons très pragmatiques, lui, s'il vend son bien, il vend le bien après 2 visites et 1 semaine, c'est bon, il va toucher sa commission, son travail est fait. Donc, l'aspect émotionnel, les enfants, le landau, tout ça, ça lui parle moins qu'au propriétaire. Et il va sans doute avoir beaucoup plus le réflexe de dire écoute, il est à 280 000, tu offres à 268, ça passe. Il va le savoir. Donc, parfois c'est du bluff aussi. Oui, mais quand il y a un billet, il y a des infos à aller chercher chez l'agent immobilier. Oui, certainement. Et il faut peser le pour et le contre. Mais le problème de l'agent immobilier, lui, il faut que ça se vende le plus rapidement possible. Ça veut dire qu'il aura plus tendance à jouer le rôle du vendeur que de l'acheteur. S'il peut diminuer de 20 000 euros, pour lui, ça lui fait 500 euros en moins de commission. C'est pas très grave. Non. Par contre, c'est 20 000 euros effectivement, il fait perdre, je dirais... C'est-à-dire que l'agent immobilier, dans son analyse, a sans doute fait beaucoup plus d'informations sur on va dire, la situation du vendeur. C'est-à-dire que c'est difficile d'arriver en disant vous avez besoin d'argent. Si toi tu es le vendeur et qu'on n'a pas d'agent immobilier, c'est délicat. L'agent immobilier, il a déjà fait un peu son analyse avec son client en disant écoutez, vous avez le temps, c'est un héritage, on veut bazarder ça vite comme ça on partage et puis c'est tout. On n'est pas au dernier carat ou un autre qui dit non, moi j'ai tout le temps et je veux ce prix-là. Donc l'agent immobilier va plutôt être l'allié de l'acheteur à ce moment-là, me semble-t-il. C'est vrai, il y a les deux, mais donc c'est vrai qu'il faut juste en tant qu'acheteur faire attention aux situations et surtout le vendeur, que le bien ne soit pas bradé parce qu'effectivement, il préfère ne pas faire 10 visites encore qui va lui coûter beaucoup plus finalement en temps et en argent. On va bientôt tout doucement switcher sur le vendeur maintenant, mais j'ai quand même encore envie de challenger un peu l'histoire de l'agent immobilier. On n'en a pas encore trop parlé. Il y a d'autres choses, d'autres points d'attention par rapport aux agents immobiliers qui peuvent être intéressantes à savoir pour la négociation, Élodie ? Il faut surtout faire attention à ce qu'il raconte. Il y en a des bons, il y en a des moins bons et parfois, il peut aussi induire en erreur pour avoir un impact sur le prix ou les conditions qu'on pourrait proposer. Donc il faut bien vérifier aussi, d'où le fait d'être bien renseigné, d'être bien préparé et pas prendre juste pour argent comptant ce qu'il dit parce que ça peut déforcer pour sa propre négociation. Est-ce qu'on a le droit, est-ce que ça se fait de dire à un moment donné à l'agent immobilier j'aimerais bien pouvoir rencontrer le propriétaire ou négocier avec le propriétaire ou ça sert à rien, c'est nul l'idée que j'ai là? Eric, je te sens perplexe. Se regarde dans le vide. Ça peut. Oui, tu m'as perdu là. Non, ça peut se faire, sachant que l'agent immobilier, lui, il est payé pour faire l'intermédiaire. Maintenant, s'il faut rencontrer le propriétaire ou si le propriétaire dit voilà, moi j'ai 3 offres, je voudrais quand même rencontrer la personne pour pouvoir savoir à qui je vends, c'est important pour moi. Pourquoi pas? Mais j'ai pas le sentiment que dans la majeure partie des cas, c'est une demande qui. Mais stratégiquement, ça peut pas être malin finalement de se retrouver face à l'agent immobilier et face au propriétaire et de faire jouer un peu ce qui avait été dit. Je vois Élodie qui acquiesce. Mon idée n'était pas si mauvaise que ça. Mais j'ai pas dit qu'elle était mauvaise. Non, mais je t'ai pas senti convaincu au départ, quoi. Mais moi, j'ai eu le cas de figure où effectivement, on en avait fait une offre qui était un petit peu trop basse pour le propriétaire et donc l'agent a proposé qu'on se rencontre. Ce qu'on a fait, donc c'était sympa parce que là, on pouvait allier cette partie plutôt humaine et sentimentale, mais en plus, pas de chance pour l'immobilier ou pas, enfin l'agent immobilier ou pas, il avait amené le mandat en fait qu'il avait signé avec le client. Mais sur le mandat, il y a les prix attendus, les prix estimés, etc. Et donc, à un moment d'inattention, quand il ne regardait pas, il a juste fallu jeter un petit regard pour voir c'était quoi le prix. Et donc, à partir de ce moment-là, on a repris le lead et on savait très bien et on a obtenu le prix qu'on voulait. Donc, voilà, ça peut être utile dans certains cas. Ouais. Petite anecdote et petit coup de poker qu'on a tenté un jour. Mais là, là, c'était pour une location, mais je pense que ça peut aussi jouer pour de la vente. C'est qu'à un moment donné, l'agent immobilier, il répondait pas, il faisait traîner le dossier, on n'avait pas de réponse, on va à l'agence, on lui dit demain, puis demain on n'a pas de nouvelles. À un moment donné, on était tellement énervé, agacé qu'on est allé faire notre enquête pour essayer de savoir qui était le propriétaire. Et on a provoqué la rencontre avec un petit coup de bluff et on s'est retrouvé à l'appartement avec la propriétaire.
et ça s'est fait en exactement 5 minutes. Et donc, ça pourrait le faire aussi. À un moment donné, ça, on c'est parce sent que pas t'as un mauvais agent immobilier, quoi. Enfin, je veux dire, il fait pas correctement son boulot, ou il est pas très rigoureux, parce qu'en général, je veux dire, c'est ça son boulot. Son boulot, c'est de vendre la même bouteille d'eau à moitié pleine à l'un et à moitié vide à l'autre, et d'être dans le bon, dans quelque chose qui soit win-win. Mais parfois, voilà, tout ça pour dire que parfois, quand on sent le truc et qu'on a un vrai coup de cœur et qu'on veut cette maison, parfois il faut provoquer son destin. Tout à fait. C'est aussi une bonne technique aussi, je pense, pour arriver à nos fins. Est-ce qu'on parlerait pas un peu des vendeurs là maintenant, hein? D'autres techniques aussi en commentaire de cette vidéo. N'hésitez pas aussi à partager ce que vous avez fait et ce qui a marché. Comme ça, on crée une sorte de petite bible de tous les bons plans, les bonnes pratiques pour bien négocier. Le vendeur. Alors lui, qu'est-ce qu'il peut faire le vendeur d'intéressant, Philippe? Bon, d'abord le vendeur, il faut voir, parce que dans l'immobilier, le vendeur du neuf, je pense qu'il y a quand même un métier très particulier, et puis les vendeurs des vieux, des vieux appartements, vieilles maisons, etc. Et je dirais que le métier est quand même assez différent. En tout cas, il y a des principes qui restent les mêmes, c'est-à-dire qu'il doit vraiment défendre les intérêts soit du promoteur, soit effectivement du propriétaire du bien, et vraiment faire en sorte que la mission qu'il a, il la mène bien. Je pense que l'aspect professionnalisme du vendeur, c'est fondamental pour que le bien se vende et finalement de faire le bonheur du vendeur. Est-ce qu'en tant que vendeur, il faut être totalement transparent ou pas, aller jusqu'à partager peut-être les faiblesses de son bien, ou alors il faut aussi tenter un petit coup de poker et ne rien dire? Qu'est-ce qui marche le mieux dans une négociation? L'honnêteté. Oui, la transparence, ouais. Moi, je pense que la transparence et l'honnêteté fonctionnent bien dans une négociation. En général, on peut essayer d'arnaquer quelqu'un, je veux dire, mais à un certain moment, s'il y a un point faible par rapport à un bien, il faut en parler, et il faut en parler vite, parce qu'on termine alors avec les choses qui sont beaucoup plus positives. Évidemment, on termine avec le bouquet final, un super jardin, une super pièce de vie, bien éclairée, et on commence avec les caves qui sont petites. Je dis quelque chose comme ça. Mais donc, moi, je crois qu'il faut il faut parler des défauts, essayer de les minimiser, mais les assumer. Parce qu'en même temps, c'est un peu, entre guillemets, en contradiction à ce que vous avez dit, puisque finalement, vous donnez des armes aussi à l'acheteur pour négocier. C'est-à-dire qu'on en donne pas. On fait ce qu'on appelle du damage control. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit je sais que la cave est petite, il peut pas t'arriver dessus plein pot en disant ouais, mais ta cave de toute façon elle est toute pourrie, donc machin. Je pense, moi j'ai l'impression que tu donnes moins de force à son argument potentiel par la suite. Et c'est vrai qu'en montrant aussi finalement que en ne vendant pas du rêve, en ayant une attitude plutôt d'un vendeur qui est réaliste, connecté à certaines réalités, ça peut aussi renforcer le climat de confiance aussi, Philippe. Alors, je pense qu'effectivement, il ne faut jamais cacher l'honnêteté, est vraiment fondamentale quand on veut faire une bonne vente. D'ailleurs, une fois qu'on ment une fois ou qu'on se fait vite une mauvaise réputation, et ça, on la perd en une seconde, et on a des années pour la récupérer. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment préserver au maximum. Alors, je viens quand même sur une technique de présentation, justement, par rapport aux choses, on va montrer les choses qui ne vont pas, comme la petite cave. Alors, il y a une technique, justement, moi je l'ai appelée la wow. Donc d'abord, on fait vraiment un wow effect, on montre quelque chose qui est extraordinaire dans le bien. Ensuite, on montre tout ce qui est acceptable, le wow, tout ce qui est acceptable, voilà, la petite cave, etc., même les choses un peu négatives. Et puis, on termine par l'apogée. Et en fait, c'est scientifique. Donc, certains vont retenir ce qui est au début. Ouais. Et d'autres retiennent ce qui est à la fin. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle, je ne sais pas si vous avez vu dans les débats politiques, eh bien souvent, c'est celui qui a le dernier mot, il veut vraiment parler, dire les dernières secondes, parce que c'est celui-là qu'on va retenir en fermant la télévision. Tu veux une anecdote bien pourrie? Évidemment. Eh bien, Charles Trenet, grand chanteur, a dit un jour à Johnny Hallyday, qui démarrait, il commençait sa carrière, mon petit gars, tu soignes l'entrée, tu soignes la sortie, et entre les deux, tu te débrouilles. Et c'est toujours ce qu'il a fait. Et c'est ce qui vient d'être dit, à savoir que il faut rentrer. Il y a plein de biens dans lesquels on rentre, on passe la porte, on fait 3 mètres, on dit non, c'est pas pour moi. Donc il faut montrer un truc qui soit au départ. Ouais. Ah ouais, c'est chouette. Quel chouette endroit. Et puis après, on se débrouille entre les deux en essayant de montrer ce qu'il y a à montrer et en mettant aussi tiens, mais là il faut rénover. Mais justement, vous pouvez en faire une super pièce, une chambre, un chouette bureau. Mais pour l'instant, c'est pas terrible, d'accord. Et terminer avec l'apothéose.
Ouais, il faut D'où le vendre. staging d'ailleurs. Hein. En fait, Ouais. c'est quelque chose qui est à la mode, ce qui a fait d'ailleurs le succès d'Airbnb. Hein, c'est de prendre des belles photos finalement de son bien, mais finalement c'est aussi le staging, faire en sorte que le bien soit vraiment. Non, mais ça c'est crucial, et ça c'est le rôle de l'agent immobilier aussi. En tout cas, les bons agents immobiliers, ils viennent avec 2-3 pots de fleurs, des machins, ils changent vraiment, ils clean tout. Moi, je vois parfois des biens sur Immoveland, hein, what else, où on se dit mais c'est qui a pris ces photos, quoi. Il y a du linge par terre, c'est crapuleux. Et on a un épisode sur le home staging qui est disponible sur notre chaîne YouTube où on pouvait, je crois, augmenter de 10% finalement le prix de vente parce que on a pris le temps de présenter les choses comme il fallait. Alors, petite anecdote, je ne sais pas si c'est encore le cas, si c'est vrai ou pas, on a reçu en préparation de cette émission qu'il fallait parfois aussi se focaliser sur la femme parce que la femme, c'est visiblement elle qui décide au final et qui prend la décision, cliché ou pas, c'est vous qui me le direz. Mais en tout cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tant que vendeur, se focaliser sur elle, c'est aussi peut-être lui montrer des pièces comme le dressing, de nouveaux clichés, on est d'accord, on joue avec ça dans cette émission, c'est pour se comprendre. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Ça peut aider ou pas? Écoute, de toute façon, dans la vente, finalement, tu as une famille. Hein, tu as un homme, une femme, des enfants. Il faut négliger personne dans la vente. Personne. Et ça, c'est vraiment très important. Parfois, les parents attachent beaucoup d'importance pour les enfants. Donc, parfois, les enfants disent non, j'aime pas ma chambre, je veux pas habiter là, tu ne me verras jamais habiter là. Donc, parfois, c'est eux qui prennent la décision. Parfois, c'est la femme. Dans ce cas-là, la cuisine sera vraiment le point central. Donc, parlant de staging. Hein, non, mais alors. Pas pour toutes les femmes. C'est vrai, alors, moi, c'est le feedback que j'ai eu aussi. Je regarde des agents commerciaux que je forme, mais c'est vrai que, bon, rien à faire. Elles aiment bien cuisiner, mais ça peut être des hommes. Hein, c'est rien à voir avec du féminisme ou autre. Hein, ça n'a rien à voir. On rigole. Mais c'est vrai que. Et puis, l'homme, hein, je ne vais pas non plus leur faire des clichés, mais ça peut être le garage ou d'autres choses, ou l'abri de jardin, mais qu'importe. Mais donc, c'est vrai qu'il faut plaire, et c'est pour ça qu'il faut bien écouter finalement qui on a en face de soi et qu'est-ce qu'ils attendent finalement d'une maison. Et on en revient de nouveau à cette phase. On a dit que l'acheteur devait poser des questions, mais en tant que vendeur aussi, dès le départ aussi, poser plein de questions. On se rendra peut-être compte que c'est l'homme qui cuisine et que c'est la femme qui bricole. Donc, la phase de prise d'information, elle est importante des deux côtés. Une petite technique, dites-moi si c'est pas mal ou pas. La technique des 3 oui. Philippe, tu peux l'expliquer ou pas? Donc l'idée c'est de screener les 3 besoins de l'acheteur et les mettre en lumière lors de la visite. La technique des 3 oui. Visiblement on dit que si on arrive à avoir 3 oui, à la fin, tu closes ta vente, quoi. Je suis d'accord et pas d'accord. En fait, c'est une très 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 vieille technique. L'idée, c'est effectivement d'être dans un esprit positif, mais dire 3 oui, ça donne l'opportunité de dire un non à un moment donné, tu vois. Donc, je dirais que plutôt, aujourd'hui, on est plus dans la tendance de laisser les gens parler, de pas avoir peur de savoir la vraie vérité, finalement. C'est typiquement les questions fermées où on attend le oui. On sent venir les choses, hein, du style. T'aimes bien le jaune, Davy? Non, je suis plutôt bleu, mais. Bleu, ok. Tu aimes bien le carré? Plutôt rond. Rond, ça tombe très très bien. Tu as un très mauvais acheteur parce que je t'aurais proposé quelque chose que moi j'aurais voulu te vendre et j'aurais posé des questions fermées. En général, 9 fois sur 10, des mauvais acheteurs m'auraient dit je cherche du jaune carré parce qu'ils se laissent influencer par les vendeurs, justement. Voilà. Donc il faut faire attention justement à ces fameuses techniques très anciennes où on attend des oui et c'est très fermé. Donc, il faut rester finalement très authentique et parfois finalement ça reste encore et toujours. Moi on dit toujours que je suis un bon vendeur, je pense que je suis un très mauvais vendeur selon les fameuses techniques des professionnels, mais comme je suis beaucoup dans l'écoute et dans le naturel et l'authenticité, finalement j'arrive à closer même si finalement j'ai fait preuve de maladresse à certains moments. Et tu n'aimerais pas qu'on te pose la question, est-ce que tu veux du jaune ? Est-ce que tu veux du carré? Ouais, si c'est trop mécanique, si c'est trop. Et puis les gens aujourd'hui sont éduqués, le savent. Aujourd'hui, toutes les vidéos aujourd'hui qu'il y a sur les réseaux sociaux nous éduquent aussi à tout ça. Donc finalement, très vite, on voit que le mec est dans une technique. Donc c'est vrai qu'on vous partage des techniques, mais c'est important aussi de dire, Philippe, qu'une technique qui n'est pas maîtrisée peut être aussi problématique et négative. Ce qui est important aussi, enfin, ce qui fonctionne pas mal aussi, c'est d'essayer d'entraîner la personne, son interlocuteur avec soi. Pas en lui disant t'aimes bien, je sais pas moi, t'aimes bien un grand jardin, et en lui disant vous êtes bien d'accord qu'un grand jardin c'est quand même agréable. Voilà, il va sans doute plus être enclin à aller dans ton sens que de dire non, moi j'aime pas ton de la pelouse, quoi. Alors il va peut-être te le dire et là il faudra rebondir sur l'objection, mais c'est vraiment essayer de présenter comme ça, mais sans être trop agressif, les différents avantages et évidemment noter les objections qu'on a.
Ah oui, mais il est pas bien orienté le jardin ou comme ça. Et puis il est traité au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelques techniques très concrètes pour. Excuse-moi, mais ça c'est une très bonne. Hein. Ouais. Donc n'oubliez pas, quand vous avez beaucoup d'objections, il faut les prendre une à une. Et ça c'est une technique très très importante. Parfois on n'entend pas toutes les objections. Et on n'en répond qu'à une. Il faut vraiment bien toutes les traiter et confirmer avec l'acheteur est-ce que c'est d'accord, est-ce que c'est bien répondu ou pas. Voilà. De nouveau l'écoute et puis à la fin reprendre les points. Vous m'aviez dit que vous étiez intéressé par ça. Ouais. Donc j'imagine que je recevrai une offre dans les prochaines heures. Après, tu as la préparation aussi de ça, justement, au lieu de se laisser surprendre, c'est bien connaître son bien préparer, anticiper les objections potentielles. Comme ça, quand elles arrivent, on les traite facilement et c'est fluide et ça crée pas de malaise. Et la préparation, donc, elle vient aussi des deux côtés. Et comme, ça, je crois que c'est un conseil que j'ai pu entendre dans une de tes conférences, mais ce qui est intéressant aussi, si on se prépare pas super bien, c'est de prendre le temps après une visite, de se dire, ok, je me pose, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, noter, et finalement, avant une prochaine visite, relire ce qui a marché, pas marché, pour faire en sorte que ça marche. Moi, je voudrais juste, j'ai dit beaucoup de fois marcher, pourtant il est temps que j'aille courir. Bref, j'aimerais bien avoir des techniques pour augmenter potentiellement, faire en sorte que ça... faire monter les enchères, quoi. Moi, je veux gagner de l'argent, moi. Je veux vendre mon bien au meilleur prix. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a parlé du homestaging qui pouvait être une technique. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? La rareté. À un moment donné, quand j'ai par exemple un commercial qui vend du neuf, donc il a un immeuble avec 10 appartements, par exemple, qui restent encore disponibles, et il me dit, Philippe, avant, quand je vendais du vieux, c'était facile. J'avais un bien, c'était celui-là, et rien. Donc, je pouvais dire, ouais, mais vous voyez, il n'y en a qu'un. En fait, cette même technique, on peut exactement l'appliquer aussi dans 10 appartements. 10 appartements, c'est rien, finalement. Sachant qu'il y a un problème de l'immobilier, d'ailleurs, par exemple, à Bruxelles. Donc, à un moment donné, il faut juste se mettre dans cette situation. Donc, soi-même, on est son propre obstacle dans la négociation. Donc, à un moment donné, il faut jouer sur cette fameuse rareté. D'ailleurs, un appartement au 2e étage droite, il n'y en a qu'un. On est d'accord. Hein. Non, mais c'est tout bêtement la technique booking. Plus que 2 chambres disponibles. Oui, c'est ça, oui. Il y aura plein des chambres disponibles, mais ils mettent plus que 3 chambres. Ce bien a été visité il y a 15 minutes, attention, machin. Et ça crée un degré d'urgence dans l'esprit de l'acheteur potentiel qui dit, celui-là, il est pas mal, mais je dois pas trop traîner, sinon je vais le louper. Ah, complètement. Et c'est pas mal, ça analyser même dis-moi si j'ai bien compris l'idée, mais c'est genre, c'est analyser sa rue, voir qu'on est la seule villa avec un garage, et quand on reçoit, non mais c'est rare dans ce coin-ci dans le quartier d'avoir une villa avec un garage. Donc, si c'est ça, oui, mais même si on a effectivement 10 appartements qui sont les mêmes et que les 10 sont à vendre, à la limite d'en mettre qu'un ou 2 en vente. En disant, voilà, c'est ceux qui me restent, les autres, j'ai déjà des options. Voilà. Et s'il y a 3 personnes qui disent, je le veux, finalement, il s'est libéré. Donc c'est pas effectivement, c'est offre et demande. Donc, c'est pas de dire, écoute, j'en ai 100, prends tout ton temps, tu viens pas. Non, c'est de créer un peu un certain degré d'urgence et de rareté. Technique pas très éthique, mais qui me paraît sympathique. Quand on sait qu'il y a une visite, c'est de faire venir au même moment, peut-être 2 autres potentiels acheteurs qui sont des potes, et de leur dire, OK, si la maison est à 200 000, de faire monter le truc. T'as vu la vérité si je mens hier soir ou Non, je l'ai pas vu. Donnez-moi le bon de commande. Combien? À 500 000, j'avoue. Ça va ou pas? Il y a quelques jours, j'ai un ami et je découvre en fait qu'il est marchand de biens. C'est une histoire vraie. Et il me dit, Philippe, l'autre jour, j'ai acheté un bien immobilier à Woluwe pour 500 000. C'était à 600 000 à la base. Et il m'a dit qu'il a utilisé d'ailleurs cette technique-là, alors que je trouve pas très éthique, je tiens à le dire, mais bon, voilà, elle existe, en tout cas des gens l'utilisent, c'est que il a fait venir 2 potes en disant, bah oui, moi je vous offre 450 000 parce que ceci, cela, et lui est arrivé comme un sauveur en disant, écoutez, normalement ça vaut que 450 000 euros, mais je veux bien vous donner 500 000 parce que est quand même bien délabré, franchement, mais c'est à prendre maintenant. Et donc, le vendeur a signé à 500 000. C'est la mise en perspective, c'est hyper puissant, ça fonctionne. C'est de la manipulation, c'est de la manipulation. Non, moi, ce que j'ai déjà fait aussi, c'est un vrai, pour le coup, pour aider une copine, malheureusement, ça se passait mal, séparation difficile, et donc, bien mis en vente aux enchères. Mais aux enchères, ça part. Et ça peut partir vraiment très très bas. Donc moi, j'ai continué à faire monter les enchères. J'ai un peu serré les fesses à un certain moment. Parce que bon, les gens, au début, il y en avait 10, et puis 8, et puis 1.
Et donc à un certain moment, j'ai dit bon, vous pouvez adjuger, mais en tout cas, ça lui a rapporté quand même, on va dire, quelques dizaines de milliers d'euros de plus que si j'avais pas été là, quoi. Dernier tour de table, encore des petites techniques pour faire monter les prix, ou alors on a donné les grosses techniques Mais c'est pas faire monter les prix, c'est vendre au prix juste, et il faut que les gens puissent se projeter dans le bien. Donc première chose, c'est la présentation, avoir un bien avec des photos qui sont nickel, qui sont faites par un professionnel. Un photographe professionnel, ça va peut-être coûter 150 ou 200 euros, mais qu'est-ce que c'est sur 150 ou 250 000 euros? Rien. Donc faire des photos professionnelles, donner les renseignements et expliquer aussi le potentiel du bien. Et donc ça, je pense que c'est vraiment le b.a.-ba. Et puis aussi, ne pas espérer trop cher. La technique de dire, moi je veux 500 000, je veux 450 000 et je vais le mettre à 500. Je vais être un petit peu caricatural, mais des fois qu'un con ait le coup de foudre et qu'il l'achète, ça ne fonctionne pas. Et en fait, vous allez avoir 0 visite parce que les gens vont regarder en disant le type il a complètement pété les plombs à 500 000. Donc il faut, je pense aussi, être dans la fourchette supérieure de ce qu'on recherche, de ce qu'on attend, mais pas trop non plus. Élodie, un dernier mot? Ouais, je pense que c'est aussi important d'être bien ancré, je dirais, en tant que vendeur, parce qu'on peut aussi se laisser impressionner par des acheteurs qui ont plein de techniques, hein, comme on vient de le voir. Mais le vendeur aussi peut aussi être confiant, savoir qu'il présente un bon produit. Ok, il y a peut-être des défauts il y a peut-être des choses à traiter par là, mais d'être ancré et de pas partir lui-même aussi dans une posture en disant pitié, faut que ça parte, etc. Parce que du coup, il va donner l'avantage énorme à l'acheteur et lui, risque aussi d'y perdre. Alors que une négociation réussie, c'est aussi une négociation où les deux personnes trouvent un arrangement qui leur convient à tous les deux, quoi. C'est pour ça qu'il faut aussi choisir. Je pense que parfois tout le monde n'est pas bon vendeur. Je pense qu'il y a des professionnels sur le marché, ce sont les agents immobiliers. C'est clair, ils prennent une somme d'argent. Il faut vraiment mesurer et faire la balance entre ce qu'on a à gagner d'un côté ou ce qu'on a à perdre de l'autre côté. Et donc parfois faire confiance à des professionnels qui eux savent vendre, mais il faut choisir les bons. Moi je pense que c'est presque une évidence de faire appel à un professionnel, non pas uniquement pour avoir un peu plus, mais il y a beaucoup de travaux, beaucoup d'administration à faire, beaucoup de documents, le PEB, l'urbanisme, etc. Voilà. Donc ça c'est, je pense, un bon calcul. Oui, quand on est pensionné, qu'on a le temps, pourquoi pas, mais quand on est actif, il vaut mieux peut-être se focaliser sur son travail et créer de la valeur là et sous-traiter. Philippe, tu parlais de faire appel à un professionnel. Est-ce que ça se fait pour un acheteur? Moi, je vous écoute. Je trouve ça super sympa, mais en fait, j'y arriverai pas. C'est pas pour moi, je suis pas faite pour ça, ça me fait peur, à chaque fois je me fais embobiner. Est-ce que ça se fait de venir accompagner avec un Philippe Zombat par exemple? Oui, pourquoi pas. Moi je peux être l'ami de n'importe quel vendeur. Mais ça existe, ça se fait, il y a des gens qui font ce job-là. Il y a des agents immobiliers maintenant du côté de l'acheteur, pour certains biens premium, mais dans certains marchés, le marché américain, le vendeur et l'acheteur ne se parlent jamais, il y a un agent immobilier de chaque côté. En Europe pas encore, c'est plutôt du côté du vendeur. Philippe, il y a une niche là, tu pourrais te diversifier. Mais tout à fait, moi, dès qu'on a besoin de moi et je peux aider, je suis dans la capacité d'aider, je le fais avec plaisir. Incroyable. Je pense que c'est un très bel épisode. On a dit pas mal de belles choses. Je vous invite encore une fois à mettre en commentaire toutes les techniques que vous avez pratiquées. On continue à challenger tout ça, même après l'épisode. Merci Eric, merci Élodie, merci à Philippe. Merci David. Et on remercie évidemment tous nos partenaires. Imovlan, c'est ça. Eloya, Brico, PNV Assurance et Belcharge, des petits nouveaux qui s'occupent des panneaux solaires, des bornes de recharge électrique, dans les copropriétés. Intéressant. Et ils soutiennent ce talk show, donc allez voir ce qu'ils font. Et on vous dit à très bientôt sur nos réseaux sociaux aussi. Les meilleurs moments s'y retrouvent en podcast sur toutes les plateformes de streaming. Et il y a un prochain épisode très bientôt sur notre chaîne YouTube. Ciao, ciao.